Et en 1960, 61, 62, nous avons entrepris une étude systématique de tous les sites qui avaient livré des industries du paléolithique inférieur et moyen, c'est-à-dire des plus anciennes civilisations préhistoriques, en Provence, en Languedoc et en Roussillon. Et nous avions alors repéré que l'un d'entre eux, qui était connu dès 1828, puisqu'il avait été fouillé par le célèbre paléontologue montpelliérain Marcel de Serres en 1828, contenait un remplissage très important, très épais, avec une industrie qui paraissait assez archaïque et une faune qui paraissait ancienne. Marcel de Serres pouvait-il imaginer qu'ici, aux frontières de la plaine du Roussillon, à 25 km de la Méditerranée, entre l'extrémité méridionale des Corbières et le massif du Canigou, ce site deviendrait célèbre dans l'histoire des origines de l'homme? À la sortie des gorges des Goulets-Rousses, près de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales, 100 mètres au-dessus du lit du Verdouble, s'ouvre à l'est, dans la corniche escarpée d'un immense plateau, la cône de l'Arago. L'intérêt exceptionnel de la cône de l'Arago, et vous vous en doutez, la présence de restes humains dans les sols d'habitants. Parce qu'en fait, il est très rare de trouver des restes humains mélangés aux déchets culinaires de ces hommes préhistoriques. Or, à l'Arago, depuis le début des fouilles, cela fait maintenant 20 ans, nous avons découvert actuellement 66 restes humains fragmentés correspondant aux différentes portions du squelette. Quelques pièces sont cependant spectaculaires et en particulier le crâne Arago 21 qui a été recueilli en 1971 et qui correspond à un individu robuste et jeune, et on peut dire qu'il s'agit d'un individu masculin âgé d'environ 20-25 ans. Deux autres pièces aussi sont spectaculaires, c'est la mandibule Arago 2 et la mandibule Arago 13, dont l'une est plus gracile que l'autre. La plus gracile a été attribuée au sexe féminin. Oui, tout le monde a le sien. Il a préparé tout un grand bocal. 450 000 ans plus tard, après avoir été le site privilégié des chasseurs préhistoriques, la cône de l'Arago est aujourd'hui le haut lieu de rendez-vous des chercheurs et étudiants passionnés par l'intérêt pluridisciplinaire des fouilles. Véritables détectives du passé, scientifiques français et étrangers se côtoient chaque été dans cette grotte, devenue pour l'heure laboratoire de préhistoire. Il y en a plein dans la cabane. Au lieu de faire passer un bocal sur toute la fouille, oui, tout le monde a le sien. Il a préparé tout un grand bocal. Dans les mailles d'un carroyage au mètre carré, il faut repérer, enregistrer les moindres détails des sols d'habitat de l'homme préhistorique, car la fouille détruit ces archives de l'humanité et l'histoire de nos premiers ancêtres ne peut être lue qu'une seule fois. C'est pas toi ça? Bah, tu me le passes si c'est à moi. Non, pas le saut, je veux dire le matériel. J'avais un poisson. Tout est mis au jour, année par année, avec les plus grandes précautions et la plus grande rigueur. Chaque ossement, chaque outil lithique, chaque pierre, chaque galet des sols d'habitat sont dégagés.
Les ossements fragiles sont consolidés sur place avant toute intervention. X 34, Y 18. Chaque objet archéologique est repéré, enregistré dans ces 3 coordonnées cartésiennes, orientation, pendage, dimension. Tout est consigné sur un carnet de fouilles. Chaque pièce est dessinée sur plan à l'échelle 1/5. Des relevés stratigraphiques sont réalisés systématiquement sur place, aux limites des carrés. 28, Z, 1,5. Dans chaque couche de sédiments, on effectue des prélèvements de terre. Ils sont destinés aux analyses sédimentologiques et palynologiques. Ce sont les planchers stalagmitiques qui fournissent les échantillons qui sont indispensables aux datations. Toute la terre, tous les sédiments et le matériel dégagé par les fouilles sont stockés dans le laboratoire de chantier situé au pied de la grotte. Les terres sont lavées dans la rivière sur des tamis à mailles très fines qui retiennent les débris jusqu'à 0,6 de millimètre. Chaque pièce découverte est alors nettoyée. Après séchage, les résidus des tamis livrent de nombreux petits objets, dents de rongeurs et d'insectivores, ossements d'oiseaux, de batraciens et de reptiles, fragments d'os, minuscules déchets de taille d'outils lithiques. Les pièces brisées sont recollées, consolidées, restaurées. Tous les objets sont ensuite marqués, vérifiés, enregistrés et classés. 70 et 50. C'est bon? L'étude pluridisciplinaire de ce matériel, de cette masse considérable de données, nécessite de faire appel aux techniques d'analyse les plus modernes et les plus sophistiquées. Ces travaux sont assurés par des laboratoires aux spécialités les plus diverses. La confrontation point par point des relevés stratigraphiques et des coordonnées de chaque objet permet une reconstitution graphique précise des différents sols d'habitat. Deux feuilles. Est-ce que c'est bon à votre niveau? Voilà. Ah ben, je crois que le résultat est convenable. C'est même assez satisfaisant. Nous voyons que le sol F et le sol G se superposent bien. Quant à notre projet de séparation des deux sols, ça a l'air de se réaliser correctement. Oui. On voit que la ségrégation était difficile à réaliser, hein, bien qu'il y ait des petits éléments au sommet de la stratigraphie. Dans ces cubes de sédiments consolidés par de la résine, sont taillées des lames minces. Leur étude microscopique informe sur le mode de dépôt géologique. Le décryptage géochimique permet de reconstituer les transformations qui ont affecté les sédiments au cours des temps. Microscopes électroniques et microsondes affinent encore toutes ces informations.
L'étude palynologique a nécessité la mise au point d'une méthodologie rigoureuse. Extraction, identification, analyse des proportions relatives des pollens couche par couche permettent de connaître avec précision la flore, le paysage végétal et par conséquent le climat époque par époque. Ainsi peut-on reconstituer l'histoire de la cône de l'Arago. Une érosion très vive, provoquée par les variations du niveau de la mer, l'alternance des climats et la surrection générale du massif montagneux, fait s'ouvrir au quaternaire de nombreuses cavités karstiques. Le porche de la cône de l'Arago s'ouvre à une époque très ancienne du Pléistocène. Il est alors situé à plus de 15 mètres en avant et orienté vers le nord-est. Dans la grotte alternent en période sèche les dépôts de sable ramenés du fond de la vallée par le vent et en période humide les charriages d'alluvions argileuses venus du plateau avec les eaux de ruissellement. Il y a environ 700 000 ans, un premier plancher stalagmitique se constitue pendant une phase tempérée et humide. Entre 700 000 et 400 000 ans, dans cette première partie du Pléistocène moyen, plus de 11 mètres d'épaisseur de sédiments s'accumulent alternativement sous l'effet du ruissellement et du vent. On trouve là plus de 20 sols d'habitat préhistoriques séparés par des accumulations de sable stérile. Dans la deuxième partie du Pléistocène moyen, entre 400 000 et 100 000 ans, se déposent en alternance couches de limon de période froide et planchers stalagmitiques de période tempérée. On trouve dans ce dernier ensemble plusieurs habitats. Mais des modifications géochimiques causées par un important dépôt de guano de chauve-souris bouleversent ensuite la nature des sédiments alors que la grotte est presque comblée. Les eaux infiltrées, acidifiées par le guano, forment une poche décarbonatée en forme d'entonnoir. Les fossiles et les pierres calcaires disparaissent. Les carbonates et le phosphore des ossements et du guano forment de l'apatite. L'aluminium des argiles et de certains minéraux lourds favorise l'apparition de phosphates alumineux, montgommerite et crandallite. L'augmentation de la circulation hydrique crée de nombreuses concrétions noires, d'oxyde de manganèse, de fer, d'aluminium et de magnésium. Plus récemment, l'éboulement d'une partie du plafond de la grotte élimine les chauves-souris. Les dépôts de guano s'interrompent. Les éboulements du plafond se poursuivent et font reculer le porche vers l'est. Enfin, les eaux de ruissellement arrachent une partie du remplissage. Tous les sols repérés sont répertoriés par lettres, en partant de A, pour le plus récent. Le sol G a livré le crâne de l'homme de Totavel. La datation de cette structure sédimentaire s'est avérée difficile. En effet, ni la méthode au carbone 14, qui n'est plus valable au-delà de 35 000 ans, ni celle au potassium-argon, qui nécessite la présence de cendres volcaniques, ne peuvent être utilisées. Donc ça nous oblige à inventer de nouvelles méthodes. Nous avons utilisé principalement deux méthodes. Premièrement, la méthode de la spectrométrie gamma, qui est une méthode non destructive. C'est pourquoi on peut dater directement le crâne de l'homme de Totavel. Pour la deuxième méthode, nous avons utilisé la méthode de la résonance de spin électronique. Et pour cela, nous avons utilisé deux types d'échantillons et nous avons obtenu deux dates. Premièrement, pour la stalagmite, 490 000 ans. Et deuxièmement, pour le sédiment, 430 000 ans. Et nous avons déjà obtenu une date de 455 000 ans par la spectrométrie gamma du crâne qui se trouve dans le sol G vers ici.
la convergence des résultats de deux méthodes nous permet d'affirmer que l'âge de l'homme de Totavel est compris entre 430 000 ans et 480 000 ans, et en moyenne 450 000 ans. « 20 ans de travaux font peu à peu la lumière sur la vie et l'environnement préhistorique de l'Arago. Alors, au cours de ces 20 années de fouilles, nous avons recueilli un matériel considérable sur des sols d'habitat extrêmement riches, comme par exemple celui que nous avons mis au jour en 1984, que nous appelons le sol J, où il y avait un campement de chasseurs de cerfs. On a pu mettre en évidence une surface où les hommes s'étaient installés sur une superficie de 3 mètres carrés à peu près, et sur lequel a été découvert un squelette d'ours de Denaguer. Vous pouvez prendre le caniche maintenant. Alors C14, Oui. Numéro? 2285, Oui. Ursus Deningeri. Et qu'est-ce que c'est comme... Alors tu mets crâne et mandibule puisqu'on a la tête complète. Crâne et mandibule. Oui. Alors je suis, comme la tête a été écrasée par le poids des terres, je suis obligé de la démonter pièce par pièce pour pouvoir la recoller correctement, la reconstituer, de manière à lui redonner son volume d'origine, et après on pourra comparer ce squelette aux autres ours qui ont vécu à cette époque. Alors maintenant, Stickman. L'industrie lithique de l'Arago est archaïque. Choppers, chopping tools, polyèdres, de rares bifaces et un abondant petit outillage appartiennent au paléolithique inférieur. Roi médial. Oui. Et tu marques sur pointe, mais avec un C parce que la... L'examen du tranchant de ces outils permet d'identifier leur mode d'utilisation. L'étude de la main, en révélant la provenance des roches, informe sur le rayon d'action de l'homme de Totavel. Certains outils ont été taillés dans le silex de Roquefort-les-Corbières, situé à 30 km au nord-est de la grotte, et ceux en jaspe de Corneillat-de-Conflans proviennent de la vallée de la Tête, à 30 km au sud-ouest. L'étude des dents de l'homme de Totavel apporte d'autres précisions sur son mode de vie, sur son régime alimentaire. Examiner au microscope électronique la répartition des plages d'usure et en particulier les stries verticales des faces latérales montre que l'homme de Totavel avait un régime essentiellement carné comme les autres Homo erectus et qu'il était par conséquent un chasseur. Un chasseur dont les restes de gibier abandonnés sur les différents sols d'habitat permettent aux archéologues de constater qu'entre 600 000 et 400 000 ans, il est successivement chasseur de mouflons, puis chasseur de rennes. Vers 500 000 ans, il chasse le daim et le cerf, et vers 450 000 ans, les grands herbivores tels que les chevaux, les bisons, les rhinocéros de prairie ou encore les bœufs musqués. Un chasseur dont on sait, d'après l'âge du gibier et la nature des déchets culinaires, si les campements ont duré plusieurs mois, le temps d'une saison ou d'une halte de dépeçage. Un chasseur qui n'avait pas encore découvert le feu il y a 450 000 ans, puisque les premiers fossiles de charbon de bois n'apparaissent à l'Arago que dans les sols de 400 000 ans. Un chasseur enfin dont on est en mesure, 450 000 ans plus tard, d'établir le véritable portrait robot.
consiste à étudier chaque os individuellement, chaque dent, pour essayer de trouver son stade évolutif et pouvoir replacer l'homme de Totavel parmi tous les hominidés contemporains et ceux qui vivaient avant et après. Voici ce que l'on peut faire. On peut dessiner ce crâne avec l'appareil qui est là sur cette table. On peut aussi mesurer le développement de son os frontal et l'on constate que la largeur est encore très étroite, très petite, beaucoup plus étroite que celle d'un homme actuel. Voici son diamètre frontal minimum, qui est très étroit, très serré. On peut aussi constater que ses orbites sont basses, sa hauteur est vraiment très petite et très allongée. Et l'espace entre les deux yeux est très grand et correspondrait à un développement de la zone olfactive chez cet homme de Totavel. Mais il y a aussi un autre moyen de l'étudier, c'est de le comparer avec les hommes qui vivaient à la même époque, en particulier avec les pithecanthropes qui vivaient à Java. Et nous pouvons alors prendre un moulage de cet homme de Java et nous constatons qu'il a des reliefs tout à fait identiques. Au niveau du torus, au-dessus des orbites, il y a un très fort torus susorbitaire, exactement de même type que celui observé sur l'homme de Totavel. La face est projetée en avant sur les deux fossiles, et tous les deux appartiennent au groupe des Homo erectus. L'un vivait en Asie, l'autre vivait à la même époque en Europe, et représente le premier européen que l'on connaisse actuellement. L'utilisation du scanner vient compléter l'étude morphologique de ce crâne. Elle permet, sans le détériorer, de mesurer tous les volumes invisibles et ainsi de le comparer à d'autres crânes fossiles et actuels. Voilà, le moulage est réussi. C'est à partir de la technique de moulage qu'il a été possible de reconstituer le crâne de l'homme de Totavel dans sa totalité, à partir de 3 éléments d'un même crâne dispersés sur le sol d'habitat, correspondant à la face, et à 2 éléments du pariétal droit. Avec toujours le moulage, il a été possible d'obtenir un pariétal opposé et de combler les vides des zones temporales et occipitales avec des ossements fossiles empruntés à des hommes contemporains qui vivaient l'un à Java, l'autre en Angleterre à Swanscombe. Les paléontologues ont alors reconstitué le visage de l'homme de Totavel. Sur le dessin du crâne exécuté au pantographe en grandeur nature, ils ont situé les surfaces d'insertion musculaire. Ces surfaces, très nettement marquées, font penser à une musculature puissante. Puis, tenant compte de ces données, un artiste a réalisé une première esquisse en noir et blanc du visage. Une interprétation colorée avec son système pileux nous propose un portrait de ce chasseur préhistorique. C'est ainsi que toutes ces données, l'ensemble des résultats de toutes ces analyses, qui sont enfin synthétisées, permettent de reconstituer l'habitat, le mode de vie, l'environnement, les paléoclimats de l'homme de Totavel. Et aujourd'hui, le préhistorien du XXe siècle peut pénétrer dans la vie quotidienne de ces chasseurs qui vivaient en Roussillon il y a 450 000 ans. Il y a 450 000 ans, l'homme de Totavel était déjà un homme. Il vivait en Méditerranée, dans la plaine du Roussillon. C'était sans doute le premier Européen.